Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Elie Cohen. Bonjour. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS. Alors, il y a cette enquête qui est sortie, là, c'était en fin de semaine dernière, je trouve ça intéressant de vous faire réagir. Une enquête menée auprès d'une centaine d'économistes dans le monde qui montre qu'une possible récession aux États-Unis sous 2 ans est désormais évaluée à 40%. On se dit 40%, ça ne veut rien dire. En même temps, il faut remonter à janvier 2008 pour retrouver une probabilité qui est aussi élevée. Est-ce que le risque de récession aux États-Unis il a vraiment augmenté alors qu'on a quasiment tous les indicateurs qui montrent qu'on est dans le vert quand même. Quelques indicateurs qui virent à l'orange un peu sur le marché immobilier, mais qui étaient tellement hauts. Les ventes de voitures, on est aussi au top. Donc, vous en pensez quoi? Je pense que le risque de retournement en 2019 est avéré. Il faut bien voir que là, nous sommes... Mais on ne voit rien pour l'instant. Ah si, vous prenez... Qu'est-ce qu'il voit, Elie Cohen, que le reste du monde ne voit pas? Alors, non, mais je regarde la situation actuelle. Vous l'avez indiqué, nous sommes dans un rythme de croissance de 3% en 2018. Nous avons l'investissement qui est vigoureux, nous avons la consommation qui est vigoureuse, le taux d'activité qui augmente et le taux de chômage, bien entendu, qui continue à baisser. Ouais. Il y a la seule tension véritable que nous constatons, mais elle est intéressante, c'est la tension sur les constructions neuves. On constate un ralentissement des constructions neuves, donc en matière immobilière, à cause d'une pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est un signe très net de surchauffe. Et on voit en même temps que l'activité immobilière faiblit, parce que les prix de l'immobilier ont beaucoup augmenté, que les taux d'intérêt augmentent. Ouais. Et que donc on a des difficultés à construire des logements nouveaux. Donc on voit déjà un domaine qui est le domaine de la maison, de l'immobilier, qui est un domaine qui est un ralentissement. On voit également que, certes, la dynamique de consommation est forte, vous avez également une dynamique des salaires qui est très bonne, mais enfin, on voit bien qu'on est maintenant à la 9e année de croissance continue. On voit que l'économie... Mais on a dit ça il y a un an en disant on est à la 8e année de croissance, oui, et 2 ans avant, c'était à la 7e année de croissance. Oui, mais enfin, attendez, il ne vous a pas échappé qu'il s'est passé quand même quelque chose. Il y a un méga plan. C'est l'arrivée de Trump et le méga plan qu'il a mis en place, et le fait que la croissance américaine est au stéroïde anabolisant. Si vous voulez, ce qui fait le caractère assez atypique du cycle, c'est qu'on a eu dans un premier temps une reprise économique classique, je dirais, après une phase de retournement. Puis après, cette phase s'est prolongée avec une politique monétaire ultra-laxiste, qui a donc favorisé... généreuse, disons, et qui a duré très longtemps. Il y a nombre d'économistes pensaient qu'on pouvait arrêter plus tôt. Puis, il y a l'arrivée de Trump, et là, vous en rajoutez une couche de stimulation budgétaire qui vient s'ajouter à la stimulation monétaire, et vous avez ces phénomènes... Donc ralentissement, mais pas récession pour autant. Ralentissement, non, on ne s'excite pas. Retournement économique, c'est déjà important. Récession, ça c'est autre chose pour voir Parce que là, on parle de récession, là. Oui. 40%, non, je sais bien. 40% non, mais là, il faut ans. intégrer, pour parler de récession, il faut intégrer d'autres phénomènes. Là, on vient de parler de la dynamique économique interne. Pour intégrer d'autres phénomènes, il y a l'évolution de l'économie internationale. L'économie internationale... On en parle juste une seconde. Non, mais juste un mot. Vous avez raison, passer de 3% à 2,5% aux États-Unis, rien de grave. Absolument. Il y a ralentissement, mais bon, ça va, quoi. Absolument. Enfin, moi, ce que j'anticipe, c'est donc un retournement économique, pas une franche récession. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on retirera les éléments de stimulation qui sont là, et à partir du moment où les taux d'intérêt remonteront, alors là, effectivement... Les taux d'intérêt qui remontent, là, peut-être qu'on est quasiment à la fin. Vous avez compris, la Fed est en train doucement de nous faire entendre que l'année prochaine, il n'y aura pas 3 ou 4 hausses de taux. D'accord, mais dans plutôt, ce cas... Alors on en saura plus dans les prochains jours, parce qu'il y a la réunion de la Fed. Mais dans ce cas, on peut dire que la Fed anticipe déjà ce ralentissement économique, et comme elle veut éviter la récession, elle module davantage sa politique monétaire. Donc ça tempère tout ce qu'on vient de dire. Voilà, ça tempère, effectivement, parce que on faisait l'hypothèse jusqu'à présent qu'on allait sortir de cette politique monétaire très laxiste. On faisait l'hypothèse qu'on allait aller vers un épuisement des effets de la stimulation budgétaire. Mais là, ce qu'on constate pour le moment, c'est que ces moteurs continuent à tourner. On est encore sur un rythme de croissance de 3%. Donc l'Amérique n'est pas en train de ralentir en ce moment, au moment où on parle. En 2019. Non, au moment où on parle, non. Je crois qu'on peut prévoir un ralentissement et un retournement en 2019. Parce que pour le moment, les dynamiques de stimulation sont encore à l'œuvre, et elles sont particulièrement dynamiques. Bon, je vous ai coupé par contre sur l'économie mondiale. Là encore, on sent bien que ça va ralentir, mais il n'y a pas péril non plus en la demeure. Il y a beaucoup de risques géopolitiques, mais quand on regarde l'OCDE ou le FMI, ça donne l'OCDE quand on les mélange, on voit qu'il y a cette peur que ça ralentisse plus que prévu, mais ils ont enlevé quoi, 2-3 dixièmes de croissance mondiale, on est autour de 3,5, il n'y a pas le feu au lac. C'est vrai, il n'y a pas le feu au lac, mais enfin il y a quand même quelques indicateurs qui sont intéressants à noter. Premier indicateur à noter, c'est quand même la croissance du commerce mondial est maintenant inférieure à la croissance du PIB mondial. En général, ce n'est pas une bonne chose. Voilà, ce n'est pas une bonne chose, c'est-à-dire qu'on a vécu pendant, je dirais,
les vins glorieuses de la mondialisation, si vous voulez, sur l'idée qu'il y avait une accélération continue du commerce international qui tirait l'économie mondiale avec hors période de crise. Voilà, avec un commerce international qui progressait 2 à 3 fois plus vite que la croissance Quand du le PIB mondial. mondial faisait 3, 3,5, le commerce mondial faisait plus 9, plus 10. Voilà, exactement. Et maintenant, c'est à peu près pareil avec une évolution de la croissance du commerce mondial qui est inférieure à la croissance du PIB Depuis mondial quand? d'un dixième de point depuis 1 ou 2 ans. Là. Donc c'est un ralentissement qu'il faut considérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence à mesurer les premiers effets de la disruption massive dans le commerce international qu'a provoqué l'arrivée de Donald Trump. Donald Trump bouleverse les règles du jeu commercial international. Et ça, c'est un facteur majeur qui est appelé c'est la guerre commerciale, des effets. Comment? C'est la guerre commerciale qui se met en place. C'est la guerre commerciale qui se met en place, mais ça veut dire plus que ça. C'est-à-dire qu'on a vécu sur l'idée d'un ordre international régulé, sur une dynamique de croissance qui était encadrée par l'OMC, avec notamment l'ORD, l'organe de règlement des différends. On avait, si vous voulez, une économie mondiale qui était policée, un commerce mondial qui était policé. Là, on est dans une logique de bras de fer permanent, on est dans l'irruption de mesures unilatérales qui se succèdent les unes les autres, on a une paralysie de l'OMC qui est provoquée par la paralysie de l'ORD et la volonté manifeste de Trump de ne rien faire pour que l'OMC se remette à fonctionner. On a des pressions très directes qui sont exercées et sur l'Europe et sur la Chine pour modifier les règles du jeu. Et moi, je suis très inquiet de la capacité qu'a Donald Trump à rentrer dans le jeu communautaire en matière commerciale pour obtenir par exemple de l'Allemagne ou de la Pologne des avantages qui normalement ne devraient lui être négociés que dans le cadre de l'Union européenne. Donc il y a une stratégie très agressive, une modification des règles du jeu et je crois qu'on commence à en voir les premières traductions. On voit déjà des problèmes de chaîne d'approvisionnement, de chaînes logistiques, de partage des tâches qui sont remises en cause par des investissements. Vous avez vu par exemple que Trump demande à l'Allemagne, purement et simplement, de faire ses prochaines usines automobiles aux États-Unis. Il y en a déjà. Il y en a déjà, mais il demande que les prochaines se fassent aux États-Unis. Il demande un ralentissement des importations. Enfin bref, on n'avait pas vu depuis si longtemps une intrusion aussi directe et un unilatéralisme aussi marqué. Ça finit par produire des effets, avec également le Brexit qu'on n'a pas évoqué. Donc il y a cette dynamique, premièrement. Deuxièmement, il y a les effets des perturbations de change. On voit que pour un certain nombre de pays émergents, la revalorisation du dollar et la dévalorisation relative de leur monnaie, avec l'arrêt des flux de capitaux, crée un véritable stress qui fait que dans les pays émergents, vous avez une vraie différence qui dessine maintenant entre les pays qui sont assis sur des rentes de matières premières qui continuent à s'en tirer et des pays qui n'en ont pas et qui dépendaient beaucoup des flux de capitaux extérieurs qui pour financer leur plan. On donne des noms, on peut donner des noms. Oui, la Turquie, l'Argentine et des pays comme ça. Donc là, on voit une situation contrastée se développer. Et puis, troisième élément du tableau, vous avez l'instabilité liée au cours du pétrole. Et tout ceci a des effets sur la dynamique de l'économie mondiale. Et tout ceci a aussi des effets sur l'Europe qu'on n'a pas encore évoqué. Ouais. Sur l'Europe et sur la France, justement, parlons de la France, parce qu'on sent bien que les risques qui pèsent sur nous, sur la croissance française, se sont accrus aussi, hein, entre ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe ici en France. Et on a eu le moral des patrons, là, vous avez vu ce sondage Markit la semaine dernière, là, en chute libre, 800 patrons qui ont été interrogés au plus bas depuis 3 ans. Il n'y a pas de quoi être optimiste à court terme, là. Oui, il s'est passé quelque chose au cours des derniers trimestres en Europe où on a vu la fragilité particulière de l'Europe aux évolutions du cycle manufacturier. Vous avez vu en particulier qu'en Allemagne, les problèmes liés à l'homologation des nouveaux modèles diesel avaient provoqué un véritable effondrement de l'activité de l'automobile et donc de l'activité manufacturière et donc de l'activité économique, ce qui nous avait conduit à réviser à la baisse les perspectives de croissance allemandes. Et avoir un troisième trimestre négatif en Allemagne. Exactement. Alors la situation en France n'a pas été la même parce que les constructeurs automobiles français ont préféré faire des promotions pour vendre des véhicules plutôt que d'arrêter complètement leur chaîne de production. Mais j'ai été frappé de voir à quel point notre système économique était encore exposé à des variations dans un secteur particulier, le secteur automobile, qui est un des éléments du secteur manufacturier. Surtout en Allemagne. Donc ça montre la fragilité particulière du secteur manufacturier, avec ce que ça entraîne sur les services aux entreprises qui y sont associés, et donc des perspectives de croissance qui ont été moins favorables en Europe. Ajoutez à ça les crises lancinantes de l'Italie, et ajoutez à ça le début de crise avec la France, et vous voyez que les perspectives ne sont pas fameuses. J'ajoute juste un point, je ne suis pas aussi optimiste sur l'évolution européenne et notamment sur l'adoption de cette perspective de budget européen, parce que malgré tout,
par rapport aux grandes ambitions qui avaient été avancées on en est loin. avec le discours de la Sorbonne, on en est loin. Et je suis frappé de voir qu'on n'a même pas fait le service minimum pour faciliter la vie à Emmanuel Macron. En gros, c'est la ligne allemande qui s'est imposée en matière du budget européen, c'est-à-dire c'est un budget qui se fait dans le cadre de l'Union et non pas hors cadre de l'Union. Il n'y a pas, à mes yeux, puis ça c'est un problème de lecture, de disposition qui permet de faire des relances pour les pays qui subissent des chocs asymétriques. Il n'y a pas. On l'a dit d'ailleurs tout à l'heure avec Xavier Timbaud sur ce sujet. Exactement. On l'a dit, hein. Et donc, qu'est-ce qui reste? Donc, c'est un budget qui se fait, qui est assez modique, qui va y discuter dans le cadre de l'Europe, c'est-à-dire avec des gens qui ne font pas partie de la zone euro, avec pas de dispositif réel de lutte contre les chocs asymétriques. Donc, au total, je ne parle même pas de toutes les autres propositions qui ont été oubliées. Alors, ça nous ferait sourire aujourd'hui de relire le discours de la Sorbonne. Donc, il n'y a pas de dynamique européenne. Et française. Alors justement, on se dit quoi? On se dit qu'au 4e trimestre, ça y est, c'est plombé sur la France. On a quand même la Banque de France, on en a parlé peut-être pas assez, qui a revu de moitié à la baisse la croissance française pour le 4e trimestre. On attendait beaucoup de cette seconde partie de l'année, après un premier semestre calamiteux. Enfin, on a fait une croissance de 0,2 sur 2 trimestres au premier semestre. C'est moitié moins que prévu. Les 1,5% de croissance cette année, c'est tout juste, hein. On va aller faire tout juste. On passe de 2,3% en 2017 à 1,5%. L'atterrissage est quand même excessivement fort. Absolument, absolument. Bon, il faut dire honnêtement qu'on était sur un rythme plutôt de 1,7, 1,8 et on révise à 1,5. Ce n'est pas absolument dramatique, mais il y a effectivement ces effets de ralentissement qu'on avait évoqués déjà liés à l'ensemble européen et au secteur industriel. Et puis, il y a aussi le phénomène gilet jaune. J'étais, moi, assez surpris, comme tout le monde, de constater l'impact que ça avait sur les filières agroalimentaires, sur les filières touristiques, la commerce, la grande distribution. Ceci finit par produire des effets. Et donc, le fait qu'on passe d'une croissance de 0,2 à 0,1 est, à mon avis, assez prudent, compte tenu… De 0,4 à 0,2 ou 0,1? Ah oui, non, on a fait 0,4, 0,4, 0,2, 0,1. C'est ça la dynamique de l'année. C'est-à-dire, effectivement… Non, on a fait 0,2 au premier trimestre, 0,2 au deuxième, 0,4 au troisième. Et là, on attendait 0,4 et la Banque de France fait 0,2. Voilà. 0,2, c'est ce que dit la Banque de France. Certains disent 0,1. On fera 0,1 à mon avis. Donc, on a effectivement un ralentissement très net. Et donc, l'effet embarqué pour la croissance de 2019 est forcément limité. Et donc, nous aurons, par rapport aux perspectives de 2019-2020, de moindres réalisations, ce qui veut dire que la fameuse trajectoire budgétaire qui avait été prévue est à réviser. Et là, j'avoue que je ne comprends pas très bien la stratégie menée par Emmanuel Macron, qui est cet affichage d'un déficit de 3,2% pour l'année prochaine. C'est ce qu'a dit Édouard Philippe aux Échos aujourd'hui. Qui est ni mi-figue, mi-raisin. Il aurait pu soit dire « je sors des cadres et je fais 3,5 parce qu'il y a une contrainte majeure, parce qu'il y a un problème de double comptabilisation. » En même temps. Voilà, en même temps. Et 3,2, c'est en même temps. Voilà. Et là, exactement, c'est 3,2, c'est en même temps. Et il ne fait pas non plus de 8, de 9. Ce qu'il aurait pu faire… Oui, mais ça, il aurait demandé une contribution plus importante aux entreprises françaises. Et quelque part, à part les très grandes entreprises, c'est annoncé par Édouard Philippe, pour lesquelles la baisse de l'IS pour les chiffres d'affaires supérieurs à 250 millions d'euros est reculée d'un an, la trajectoire de baisse de l'IS sur 2019, il ne fait pas les poches des entreprises. Il aurait pu… Mais moi, Gilles Berset et moi, nous avions proposé un décalage de 6 mois de la mise en œuvre du CICE. Là, c'était propre, ça permettait d'économiser 10 milliards, ça permettait de rester dans les clous, ça permettait de continuer à affirmer une politique européenne et une volonté de réforme européenne, au lieu de quoi nous allons rejoindre l'Italie sur le banc d'infamie, et pour quel bénéfice? Et ces mesures qui sont faites, 3,5 milliards d'économies en différant la réforme de l'IS que vous signalez, et 1 milliard… 2 milliards, 8. Au total, c'est 5 milliards. Il y a 1,5 milliard de mesures d'économies budgétaires, et puis il y a 3,5 milliards de mesures qui tiennent à cette mesure IS, plus un impôt GAFA qu'on va inventer, plus la remise en cause de la niche Copé. C'est un peu technique, on ne fera pas. Non, mais peu importe, ça veut dire quand même, voilà, globalement, on va gratouiller un peu à droite à gauche. 3,5 milliards qu'on grappille du côté des entreprises et 1,5 milliard. Mais sans plomber la compétitivité des entreprises. Mais vous croyez vraiment que différer de 6 mois l'application du CICE, ils auraient été un peu colères, une année où on va avoir 2 CICE qui vont être versés, pas faux. Et tout ceci pour préserver la réputation de la France au niveau européen et pour montrer quand même qu'on tenait bon sur les objectifs de réduction des déficits. Ça ne vous plaît pas, on voit bien. Ça ne me plaît pas beaucoup. Voilà. Un mot de la prime, on va finir là-dessus, sur cette prime exceptionnelle que les entreprises pourront verser de manière désocialisée, défiscalisée, c'est cumulé. On a les détails.
Oui. On les a eu vendredi d'ailleurs, c'était je crois Muriel Pénicaud qui était avec Mmh. Édouard Philippe. Donc ça sera plafonné à 1 000 € pour les salariés ne gagnant pas plus de 3 SMIC, donc 3 600 € net par mois. Est-ce que cette mesure est bien ciblée? Elle est efficace? Et question plus large, on a une baisse du pétrole, il y a cette prime, il y a ces mesures de soutien, ces 10 milliards d'euros pouvoir d'achat. Est-ce que ça va nous aider en début d'année pour mieux démarrer l'année qu'on l'aura mis en termes de croissance? Alors, réponse rapide, pour moi c'est typiquement un effet mai 68 là. C'est-à-dire les patrons ont pris très peur. Et l'État leur a dit faites un geste, et ils ont dit ok, on fait un geste. En 68, le SMIC avait pris 35%. Voilà, non, bien entendu, mais non, un effet mai 68, ça veut dire un effet de panique qui consiste à dire, en gros, il faut lâcher au maximum, il faut calmer le jeu, il faut que les gilets jaunes retournent chez eux, et donc on ne regarde pas trop. Donc il y a cette mesure, comme vous le dites, qui vient s'ajouter à la mesure SMIC, qui vient s'ajouter à la défiscalisation des heures supplémentaires, La CSG, et donc effectivement, qui s'ajoute à la mesure CSG, qui va concerner quand même 70% des retraités. Donc on met le paquet pour stimuler la reprise, et effectivement, dans la mesure où c'est financier partiellement par du déficit grandissant, Ouais. alors ça a un effet relance, hein, vous avez Ouais. bien vu. 60% voilà, des financements, c'est voilà. pas déficit. Voilà, Et exactement. 40%, on gratte un peu, On gratte, on fait un exactement. peu la poche aux entreprises. Donc en gros, ça fait un effet relance de 5 milliards, c'est pas considérable. Hein, Mais on prend. Mais on prend, exactement. Et puis surtout, si ça permet de calmer le jeu et de retourner dans les entreprises et de retourner faire le Noël et reprendre des activités commerciales et logistiques, ça sera quand même une bonne Après, chose. on a vu qui a dégainé, on finit là-dessus, c'est Orange, c'est M6, c'est Publicis, c'est LVMH, c'est Kering, c'est Altice. Au-delà de la question d'ailleurs de l'effet d'aubaine, pour ces boîtes-là qui pourraient très bien se dire on verse cette prime parce que de toute façon on l'aurait versé quand même, Oui. on ne va pas le dire, mais voilà. Ou Mais il y a toujours de l'effet d'aubaine. Ou alors, pour les hausses de salaire, on va lever le pied puisque vous aurez une prime. Et puis, il y a la question des PME. Les PME, le patron de la CPME, M. Asselin, François Asselin, il dit que c'est vrai, beaucoup de PME n'auront pas les moyens de verser cette Oui, mais prime. vous savez, écoutez, quand il y a l'urgence qui frappe, quand la pression politique est très forte, on lâche, même lorsqu'on sait parfaitement que certaines mesures n'ont pas les effets souhaités, voire ont des effets contre-productifs. Je vous rappelle que la mesure défiscalisation et désocialisation des heures supplémentaires avait été étudiée, évaluée, et qu'on avait considéré qu'au total, ce n'était pas une très bonne idée. Et pour autant, elle est revenue au goût du jour. Et pourtant, elle est revenue. Donc ça prouve bien que quand la paix civile est en cause, Ouais. on abandonne la pure rigueur économique. La vérité d'hier, parfois, n'est pas celle Absolument. d'aujourd'hui. La vérité, on vous l'a donnée à nu avec Élie Cohen, donc économiste et directeur de recherche au CNRS, qui était l'invité de la grande interview aujourd'hui en direct sur Boursorama. Merci. Merci.